Bonjour à tous. Voici la lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire. Chapitre 1er. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé, dit celui-ci. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron Thunder ten Tronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers étaient ses piqueurs, le vicaire du village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous Monseigneur, et ils riaient quand il faisait des contes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout en étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. Aussi, Monseigneur a un très beau château. Le plus grand des barons de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thunder ten Tronckh, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde, le troisième de l'avoir tous les jours et le quatrième d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre les broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune, très jolie et très docile. Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna tout agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait être aussi la sienne. Elle rencontra Candide en revenant au château et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa et lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Thunder ten Tronckh passa aussi auprès du paravent et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière.
Cunégonde s'évanouit, elle fut souffletée par madame la baronne, dès qu'elle fut revenue à elle-même, et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. Chapitre 2. Ce que devint Candide parmi les Bulgares. Candide, chassé du paradis terrestre, marcha longtemps, sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, les tournant souvent vers le plus beau des châteaux qui renfermait la plus belle des baronnettes. Il se coucha sans souper au milieu des champs entre deux sillons. La neige tombait à gros flocons. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine qui s'appelle Walderbergorf-Track-Dickdorf. N'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude, il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Deux hommes habillés de bleu le remarquèrent. « Camarade, dit l'un, voilà un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise. » Ils s'avancèrent vers Candide et le prièrent à dîner très civilement. « Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas de quoi payer mon écoute. »« Ah, monsieur, lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne paient jamais rien. N'avez-vous pas 5 pieds, 5 pouces de haut ?»« Oui, messieurs, c'est ma taille, en faisant la révérence. »« Ah, monsieur, mettez-vous à table. Non seulement nous vous défrayerons, mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns et les autres. » « Vous avez raison, dit Candide, c'est ce que monsieur Pangloss m'a toujours dit, et je vois bien que tout est au mieux. » On le prie d'accepter quelques écus, il les prend et veut faire son billet. « On n'en veut point, on se met à table, n'aimez-vous pas tendrement ?»« Oh oui, oui, répondit-il, j'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. »« Non, dit l'un de ces messieurs, nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares. »« Point du tout, dit-il, car je ne l'ai jamais vu. »« Comment ? C'est le plus charmant des rois, il faut boire à sa santé. »« Oh, très volontiers, messieurs. » Et il boit. « C'en est assez, lui dit-on. Vous voilà l'appui, le soutien, le défenseur, le héros des Bulgares. Votre fortune est faite et votre gloire est assurée. » On lui met sur le champ les fers aux pieds et on le mène au régiment. On le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher, en joue, tirer, doubler le pas et on lui donne 30 coups de bâton. Le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal et il ne reçoit que 20 coups. Le surlendemain, on ne lui en donne que 10 et il est regardé par ses camarades comme un prodige. Candide, tout stupéfait, ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros. Il s'avisa un beau jour de printemps de s'aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine comme de l'espèce animale de se servir de ses jambes à son plaisir. Il n'eut pas fait 2 lieues que voilà 4 autres héros de 6 pieds qui l'atteignent, que le lien qui le mène dans un cachot. On lui demanda juridiquement ce qu'il aimait le mieux, d'être fustigé 36 fois par tout le régiment ou de recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle. Il eut beau dire que les volontés sont libres et qu'il ne voulait ni l'un ni l'autre, il fallut faire un choix. Il se détermina en vertu du don de Dieu qu'on nomme liberté à passer 36 fois par les baguettes. Il essuya 2 promenades. Le régiment était composé de 2000 hommes. Cela lui composa 4000 coups de baguette qui, depuis la nuque du cou jusqu'au cul, lui découvrirent les muscles et les nerfs. Comme on allait procéder à la 3e course, Candide, n'en pouvant plus, demanda en grâce qu'on voulût bien avoir la bonté de lui casser la tête. Il obtint cette faveur. On lui bande les yeux, on le fait mettre à genoux. Le roi des Bulgares passe dans ce moment, s'informe du crime du patient et comme ce roi avait un grand génie, il comprit par tout ce qu'il apprit de Candide que c'était un jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde et il lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles. Un brave chirurgien guérit Candide en 3 semaines avec les émollients enseignés par Dioscoride. Il avait déjà un peu de peau et pouvait marcher quand le roi des Bulgares livra bataille au roi des Abares. Chapitre 3. Comment Candide se sauva d'entre les Bulgares et ce qu'il devint. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les 2 armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord. La mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface.
La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une 30 000 âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum, chacun dans son camp prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants et gagna d'abord un village voisin. Il était en cendres. C'était un village avare que les Bulgares avaient brûlé selon les lois du droit public. Ici, des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes. Là, des filles éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros rendaient les derniers soupirs. D'autres, à demi brûlés, criaient qu'on acheva de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupés. Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village. Il appartenait à des Bulgares, et les héros avares l'avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres palpitants ou à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites provisions dans son bissac et n'oubliant jamais mademoiselle Cunégonde. Ces provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande. Mais ayant entendu dire que tout le monde était riche dans ce pays-là et qu'on y était chrétien, il ne douta pas qu'on ne le traitât aussi bien qu'il l'avait été dans le château de monsieur le baron avant qu'il en eût été chassé pour les beaux yeux de mademoiselle Cunégonde. Il demanda l'aumône à plusieurs graves personnages qui lui répondirent tous que, s'il continuait à faire ce métier, qu'on l'enfermerait dans une maison de correction pour lui apprendre à vivre. Il s'adressa ensuite à un homme qui venait de parler tout seul 1 heure de suite sur la charité dans une grande assemblée. Cet orateur, le regardant de travers, lui dit « Que venez-vous faire ici et êtes-vous pour la bonne cause ?» « Il n'y a point d'effet sans cause, répondit modestement Candide. Tout est enchaîné nécessairement et arrangé pour le mieux. Il a fallu que je fusse chassé d'auprès de mademoiselle Cunégonde, que j'ai passé par les baguettes, et il faut que je demande mon pain jusqu'à ce que je puisse en gagner. Tout cela ne pouvait être autrement. Mon ami, lui dit l'orateur, croyez-vous que le pape soit l'antéchrist ? Je ne l'avais pas encore entendu dire, répondit Candide. Mais qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, je manque de pain. Tu ne mérites pas d'en manger, dit l'autre. Va, coquin, va, misérable, ne m'approche pas de ta vie. La femme de l'orateur, ayant mis la tête à la fenêtre et avisant un homme qui doutait que le pape fût antichrist, lui répandit sur le chef un plein « Ô ciel, à quel excès se porte le zèle de la religion dans les dames !» Un homme qui n'avait point été baptisé, un bon anabaptiste nommé Jacques, vit la manière cruelle et ignominieuse dont on traitait ainsi un de ses frères, un être à 2 pieds, sans plume et qui avait une âme. Il l'amena chez lui, le nettoya, lui donna du pain et de la bière, lui fit présent de 2 florins et voulut même lui apprendre à travailler dans ses manufactures aux étoffes de Perse qu'on fabrique en Hollande. Maître Pangloss me l'avait bien dit que tout était au mieux dans ce monde, car je suis infiniment plus touché de votre extrême générosité que de la dureté de ce monsieur à manteau noir et de madame son épouse. Le lendemain, en se promenant, il rencontra un gueux tout couvert de pustules, les yeux morts, le bout du nez rongé, la bouche de travers, les dents noires et parlant de la gorge, tourmenté d'une toux violente et crachant une dent à chaque effort. Chapitre 4. Comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie, le docteur Pangloss, et ce qui en advint. Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux les 2 florins qu'il avait reçus de son honnête anabaptiste Jacques. Le fantôme le regarda fixement, versa des larmes et sauta à son cou. Candide, effrayé, recule. « Hélas, dit le misérable à l'autre misérable, ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss ? Qu'entends-je, vous, mon cher maître, vous, dans cet état horrible ? Quel malheur vous est-il donc arrivé ? Pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau des châteaux ? Qu'est devenue mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, le chef-d'œuvre de la nature ? Je n'en peux plus, dit Pangloss. Aussitôt Candide le mena dans l'étable de l'anabaptiste, où il lui fit manger un peu de pain. Et quand Pangloss fut refait, « Eh bien, lui dit-il, Cunégonde, elle est morte, reprit l'autre. Candide s'évanouit à ce mot. Son ami rappela ses sens avec un peu de mauvais vinaigre qui se trouva par hasard dans l'étable. Candide rouvre les yeux. Cunégonde est morte ? Ah, meilleur des mondes, où êtes-vous ? Mais de quelle maladie est-elle morte ? Ne serait-ce point de m'avoir vu chasser du beau château de monsieur son père à grands coups de pied ? Non, dit Pangloss,
Elle a été éventrée par des soldats bulgares après avoir été violée autant qu'on peut l'être. Ils ont cassé la tête à monsieur le baron qui voulait la défendre. Madame la baronne a été coupée en morceaux. Mon pauvre pupille traité précisément comme sa sœur, et quant au château, il n'est pas resté pierre sur pierre, pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre. Mais nous avons été bien vengés car les Avars en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à un seigneur bulgare. À ce discours, Candide s'évanouit encore. Mais revenu à soi, et ayant dit tout ce qu'il devait dire, il s'enquit de la cause et de l'effet et de la raison suffisante qui avait mis Pangloss dans un état si piteux. Hélas, dit l'autre, c'est l'amour, l'amour le consolateur du genre humain, le conservateur de l'univers, l'âme de tous les êtres sensibles, le tendre amour. Hélas, dit Candide, je l'ai connu cet amour, ce souverain des cœurs, cette âme de notre âme. Il ne m'a jamais valu qu'un baiser et 20 coups de pied au cul. Comme cette belle cause a-t-il pu produire en vous un effet si abominable ? Pangloss répondit en ces termes. « Ô mon cher Candide, vous avez connu Paquette, cette jolie suivante de notre auguste baronne. J'ai goûté dans ses bras les délices du paradis qui ont produit ces tourments d'enfer dont vous me voyez dévorer. Elle en était infectée, elle en était peut-être morte. Paquette tenait ce présent d'un cordelier très savant qui avait remonté à la source, car il avait eu d'une vieille comtesse qui l'avait reçu d'un capitaine de cavalerie qui le devait à une marquise qui le tenait d'un page qui l'avait reçu d'un jésuite qui était autant novice, l'avait eu en droite ligne d'un des compagnons de Christophe Colomb. Pour moi, je ne la donnerai à personne, car je me meurs. »« Ô Pangloss !» s'écria Candide. « Voilà une étrange généalogie. N'est-ce pas le diable qui en fut la souche ?» Point du tout, répliqua ce grand homme. C'est une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire. Car si Colomb n'avait pas attrapé dans une île de l'Amérique cette maladie qui empoisonne, la source de la génération, qui souvent même empêche la génération, et qui est évidemment l'opposé du grand but de la nature, nous n'aurions ni le chocolat, ni la cochenille. Il faut encore observer que jusqu'à aujourd'hui, dans notre continent, cette maladie nous est particulière comme la controverse. Les Turcs, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonais ne la connaissent pas encore. Mais il y a une raison suffisante pour qu'ils la connaissent à leur tour dans quelques siècles. En attendant, elle a fait un merveilleux progrès parmi nous et surtout dans ces grandes armées composées d'honnêtes stipendiaires bien élevés qui décident du destin des États. On peut assurer que quand 30 000 hommes combattent en bataille rangée contre les troupes égales en nombre, il y a environ 20 000 vérolés de chaque côté. Voilà qui est admirable, dit Candide, mais il faut vous faire guérir. Et comment le puis-je, dit Pangloss. Je n'ai pas le sou, mon ami, et dans toute l'étendue de ce globe, on ne peut ni se faire saigner, ni prendre un lavement sans payer, ou sans qu'il y ait quelqu'un qui paie pour nous. Ce dernier discours détermina Candide. Il alla se jeter aux pieds de son charitable anabaptiste Jacques et lui fit une peinture si touchante de l'état où son ami était réduit que le bonhomme n'hésita pas à recueillir le docteur Pangloss. Il le fit guérir à ses dépens. Pangloss, dans la cure, ne perdit qu'un œil et une oreille. Il écrivait bien et savait parfaitement l'arithmétique. L'anabaptiste Jacques en fit son teneur de livres. Au bout de 2 mois, étant obligé d'aller à Lisbonne pour les affaires de son commerce, il mena dans son vaisseau ses 2 philosophes. Pangloss lui expliqua comment tout était on ne peut mieux. Jacques n'était pas de cet avis. Il faut bien, disait-il, que les hommes aient un peu corrompu la nature, car ils ne sont point nés loups, et ils sont devenus loups. Dieu ne leur a donné ni canon de 24, ni baïonnettes, et ils se sont fait des baïonnettes et des canons pour se détruire. Je pourrais mettre en ligne de compte les banqueroutes et la justice qui s'emparent des biens des banqueroutiers pour en frustrer les créanciers. Tout cela était indispensable, répliquait le docteur Borgne, et les malheurs particuliers font le bien général, de sorte plus il y a de malheurs particuliers et plus tout est bien. Tandis qu'il raisonnait, l'air s'obscurcit, les vents soufflèrent des 4 coins du monde et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête à la vue du port de Lisbonne. Chapitre 5. Tempête, naufrage, tremblement de terre et ce qui advint du docteur Pangloss, de Candide et de l'anabaptiste Jacques. La moitié des passagers affaiblis, expirant de ces angoisses inconcevables que le roulis d'un vaisseau porte dans les nerfs et dans toutes les humeurs du corps agité en sens contraire, n'avaient pas même la force de s'inquiéter du danger. L'autre moitié jetait des cris et faisait des prières. Les voiles étaient déchirées, les mâts brisés, le vaisseau entr'ouvert. Travaillait qui pouvait, personne ne s'entendait, personne ne commandait.
L'anabaptiste aidait un peu à la manœuvre, il était sur le tillac. Un matelot furieux le frappe rudement et l'étend sur les planches. Mais du coup, qui lui donna, il eut lui-même une si violente secousse qu'il tomba hors du vaisseau, la tête la première. Il restait suspendu et accroché à une partie de mât rompu. Le bon Jacques court à son secours, l'aide à remonter et de l'effort qu'il fait, il est précipité dans la mer à la vue du matelot qui le laisse périr sans daigner seulement le regarder. Candide approche, voit son bienfaiteur qui reparaît un moment et qui est englouti pour jamais. Il veut se jeter après lui dans la mer. Le philosophe Pangloss l'en empêche en lui prouvant que la rade de Lisbonne avait été formée exprès pour que cet anabaptiste s'y noyât. Tandis qu'il le prouvait, a priori, le vaisseau s'entr'ouvre. Tout périt à la réserve de Pangloss, de Candide et de ce brutal matelot qui avait noyé le vertueux anabaptiste. Le coquin nagea heureusement jusqu'au rivage où Pangloss et Candide furent portés sur une planche. Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchèrent vers Lisbonne. Il leur restait quelque argent avec lequel ils espéraient se sauver de la faim après avoir échappé à la tempête. À peine ont-ils mis le pied dans la ville, en pleurant la mort de leur bienfaiteur, qu'ils sentent la terre trembler sous leurs pas. La mer s'élève en bouillonnant dans le port et brise les vaisseaux qui sont à l'ancre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques. Les maisons s'écroulent, les toits sont renversés sur le fondement et les fondements se dispersent. 30 000 habitants de tout âge, de tout sexe sont écrasés sous des ruines. Le matelot disait en sifflant et en jurant « Il y aura quelque chose à gagner ici. Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène ?» disait Pangloss. « Voici le dernier jour du monde !» s'écriait Candide. Le matelot court incontinent au milieu des débris, affronte la mort pour trouver de l'argent, en trouve, s'en empare, s'enivre et ayant cuvé son vin, achète les faveurs de la première fille de bonne volonté qu'il rencontre sur les ruines des maisons détruites et au milieu des mourants et des morts. Pangloss le tirait cependant par la manche. « Mon ami, lui disait-il, cela n'est pas bien, vous manquez à la raison universelle, vous prenez mal votre temps. » Tête et sang, répondit l'autre, je suis matelot et né à Batavia, j'ai marché 4 fois sur le crucifix dans 4 voyages au Japon. Tu as bien trouvé ton homme avec ta raison universelle. Quelques éclats de pierre avaient blessé Candide. Il était étendu dans la rue et couvert de débris. Il disait à Pangloss « Hélas, procure-moi un peu de vin et d'huile, je me meurs. » Ce tremblement de terre n'est pas une chose nouvelle, répondit Pangloss. La ville de Lima éprouva les mêmes secousses en Amérique l'année passée. Même cause, mêmes effets. Il y a certainement une traînée de soufre sous terre depuis Lima jusqu'à Lisbonne. Rien n'est plus probable, dit Candide, mais pour Dieu, un peu d'huile et de vin. Comment probable, répliqua le philosophe. Je soutiens que la chose est démontrée. Candide perdit connaissance et Pangloss lui apporta un peu d'eau d'une fontaine voisine. Le lendemain, ayant trouvé quelques provisions de bouche en se glissant à travers des décombres, ils réparèrent un peu leurs forces. Ensuite, ils travaillèrent comme les autres à soulager les habitants échappés à la mort. Quelques citoyens secourus par eux leur donnèrent un aussi bon dîner qu'on le pouvait dans un tel désastre. Il est vrai que le repas était triste. Les convives arrosaient leur pain de leurs larmes. Mais Pangloss les consola en les assurant que les choses ne pouvaient être autrement. Car, dit-il, tout ceci est ce qu'il y a de mieux. Car s'il y a un volcan à Lisbonne, il ne pouvait être ailleurs, car il est impossible que les choses ne soient pas où elles sont, car tout est bien. Un petit homme noir, familier de l'Inquisition, lequel était à côté de lui, prit poliment la parole et dit « Apparemment que monsieur ne croit pas au péché originel, car si tout est au mieux, il n'y a donc eu ni chute ni punition. » « Je demande très humblement pardon à votre Excellence, répondit Pangloss, encore plus poliment, car la chute de l'homme et la malédiction entraient nécessairement dans le meilleur des mondes possibles. Monsieur ne croit donc pas à la liberté, dit le familier. Votre Excellence m'excusera, dit Pangloss, la liberté peut subsister avec la nécessité absolue, car il était nécessaire que nous fussions libres, car enfin la volonté déterminée. Pangloss était au milieu de sa phrase quand le familier fit un signe de tête à son estafier qui lui servait à boire du vin de Porto ou d'Oporto. Chapitre 6. Comment on fit un bel auto-da-fé pour empêcher les tremblements de terre et comment Candide fut fessé. Après le tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel auto-da-fé.
Il était décidé par l'université de Coimbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. On avait en conséquence saisi un Biscayen convaincu d'avoir épousé sa commère, et 2 Portugais qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché le lard. On vint lier, après le dîner, le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour l'avoir écouté avec un air d'approbation. Tous 2 furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil. 8 jours après, ils furent tous 2 revêtus d'un San Benito, et on orna leurs têtes de mitres de papier. La mitre et le San Benito de Candide étaient peints de flammes renversées, et le diable qui n'avait ni queue ni griffes, mais les diables de Pangloss portaient griffes et queue, et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession ainsi vêtus, et entendirent un sermon très pathétique, suivi d'une belle musique en faux bourdon. Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait le Biscayen, et les 2 hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour, la terre trembla de nouveau, avec un fracas épouvantable. Candide, épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même « Si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres ? Passe encore si je n'étais que fessé, je l'ai été chez les Bulgares. Mais ô, mon cher Pangloss, le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir vu pendre sans que je sache pourquoi ? Ô, mon cher Anabaptiste, le meilleur des hommes, faut-il que vous ayez été noyé dans le port ? Ô, mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, faut-il qu'on vous ait fendu le ventre ? Il s'en retournait, se soutenant à peine, prêché, fessé, absous et béni, lorsqu'une vieille l'aborda et lui dit « Mon fils, prenez courage, suivez-moi. » Chapitre 7. Comment une vieille prit soin de Candide et comment il retrouva ce qu'il aimait. Candide ne prit point courage, mais il suivit la vieille dans une masure. Elle lui donna un pot de pommade pour se frotter, lui laissa à manger et à boire, elle lui montra un petit lit assez propre, il y avait auprès du lit un habit complet. « Mangez, buvez, dormez, lui dit-elle, et que Notre-Dame d'Atocha, Monseigneur Saint-Antoine de Padoue et Monseigneur Saint-Jacques de Compostelle prennent soin de vous, je reviendrai demain. » Candide, toujours étonné de tout ce qu'il avait vu, de tout ce qu'il avait souffert, et encore plus de la charité de la vieille, voulut lui baiser la main. « Ce n'était pas ma main qu'il faut baiser, dit la vieille. Je reviendrai demain, frottez-vous de pommade, mangez et dormez. » Candide, malgré tant de malheurs, mangea et dormit. Le lendemain, la vieille lui apporte à déjeuner, visite son dos, le frotte elle-même d'une autre pommade. Elle lui apporte ensuite à dîner. Elle revient sur le soir et apporte à souper. Le surlendemain, elle fit encore les mêmes cérémonies. « Qui êtes-vous » lui disait toujours Candide. « Qui vous a inspiré tant de bonté ? Quelle grâce puis-je vous rendre ?» La bonne femme ne répondait jamais rien. Elle revint sur le soir et n'apporta point à souper. « Venez avec moi, dit-elle, et ne dites mot. » Elle le prend sous le bras et marche avec lui dans la campagne, environ un quart de mille. Ils arrivent à une maison isolée entourée de jardins et de canaux. La vieille frappe à une porte, on ouvre, elle mène Candide par un escalier dérobé dans un cabinet doré, le laisse sur un canapé de brocart, referme la porte et s'en va. Candide croyait rêver et regardait toute sa vie comme un songe funeste et le moment présent comme un songe agréable. La vieille reparut bientôt. Elle soutenait avec peine une femme tremblante d'une taille majestueuse, brillante de pierreries et couverte d'un voile. « Ôtez ce voile, » dit la vieille à Candide. Le jeune homme approche, il lève le voile d'une main timide. Quel moment! Quelle surprise! Il croit voir mademoiselle Cunégonde. Il la voyait en effet, c'était elle-même. La force lui manque, il ne peut proférer une parole, il tombe à ses pieds. Cunégonde tombe sur le canapé. La vieille les accable d'eau spiritueuse. Ils reprennent leur sens, ils se parlent. Ce sont d'abord des mots entrecoupés, des demandes, des réponses qui se croisent, des soupirs, des larmes, des cris. La vieille leur recommande de faire moins de bruit et les laisse en liberté. « Quoi ? C'est vous, lui dit Candide. Vous vivez ? Je vous retrouve en Portugal ? On ne vous a donc pas violé ? On ne vous a point fendu le ventre comme le philosophe Pangloss me l'avait assuré ? » Si fait, dit la belle Cunégonde, mais on ne meurt pas toujours de ces 2 accidents. Mais votre père et votre mère ont-ils été tués ? Il n'est que trop vrai, dit Cunégonde en pleurant.
Et votre frère, mon frère, a été tué aussi. Pourquoi êtes-vous au Portugal? Et comment avez-vous su que j'y étais? Et par quelle étrange aventure m'avez-vous fait conduire dans cette maison? Je vous dirai tout cela, répliqua la dame, mais il faut auparavant que vous m'appreniez tout ce qui vous est arrivé depuis le baiser innocent que vous me donnâtes et les coups de pied que vous reçûtes. Candide lui obéit avec un profond respect, et quoiqu'il fût interdit, quoique sa voix fût faible et tremblante, quoique l'échine lui fît encore un peu mal, il lui raconta de la manière la plus naïve tout ce qu'il avait éprouvé depuis le moment de leur séparation. Cunégonde levait les yeux au ciel. Elle donna des larmes à la mort du bon Anabaptiste et de Pangloss. Après quoi, elle parla en ces termes à Candide, qui ne perdait pas une parole et qui la dévorait des yeux. Chapitre 8. Histoire de Cunégonde. J'étais dans mon lit et je dormais profondément quand il plut au ciel d'envoyer les Bulgares dans notre beau château de Thunder Ten Tronckh. Ils égorgèrent mon père et mon frère et coupèrent ma mère par morceaux. Un grand Bulgare, haut de 6 pieds, voyant qu'à ce spectacle j'avais perdu connaissance, se mit à me violer. Cela me fit revenir, je repris mes sens, je criai, je me débattis, je mordis, j'égratignai, je voulais arracher les yeux à ce grand Bulgare, ne sachant pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon père était une chose d'usage. Le brutal me donna un coup de couteau dans le flanc gauche, dont je porte encore la marque. « Hélas, j'espère bien l'avoir, dit le naïf Candide. « Vous la verrez, dit Cunégonde, mais continuons. Continuez, dit Candide. » Elle reprit ainsi le fil de son histoire. Un capitaine bulgare entra, il me vit toute sanglante et le soldat ne se dérangeait pas. Le capitaine se mit en colère du peu de respect que lui témoignait ce brutal et le tua sur mon corps. Ensuite, il me fit panser et m'emmena prisonnière de guerre dans son quartier. Je blanchissais le peu de chemise qu'il avait. Je faisais sa cuisine, il me trouvait fort joli, il faut l'avouer, et je ne nierais pas qu'il ne fût très bien fait et qu'il n'eût la peau blanche et douce. D'ailleurs, peu d'esprit, peu de philosophie, on voyait bien qu'il n'avait pas été élevé par le docteur Pangloss. Au bout de 3 mois, ayant perdu tout son argent, et s'étant dégoûté de moi, il me vendit à un juif nommé Don Issachar, qui trafiquait en Hollande et en Portugal, et qui aimait passionnément les femmes. Ce juif s'attacha beaucoup à ma personne, mais il ne pouvait en triompher. Je lui ai mieux résisté qu'au soldat bulgare. Une personne d'honneur peut être violée une fois, mais sa vertu s'en affermit. Le juif, pour m'apprivoiser, me mena dans cette maison de campagne que vous voyez. J'avais cru jusqu'à-là qu'il n'y avait rien sur la terre de si beau que le château de Thunder Ten Tronckh. J'ai été détrompé. Le grand inquisiteur m'aperçut un jour à la messe, il me lorgna beaucoup et me fit dire qu'il avait à me parler pour des affaires secrètes. Je fus conduite à son palais, je lui appris ma naissance, il me représenta combien il était au-dessous de mon rang d'appartenir à un Israélite. On proposa de sa part à Don Issachar de me céder à Monseigneur. Don Issachar, qui est le banquier de la cour et homme de crédit, n'en voulut rien faire. L'inquisiteur le menaça d'un auto-da-fé. Enfin, mon juif intimidé conclut un marché par lequel la maison et moi leur appartiendraient à tous deux en commun, que le juif aurait pour lui les lundis, mercredis et le jour du Shabbat, et que l'inquisiteur aurait les autres jours de la semaine. Il y a 6 mois que cette convention subsiste. Ça n'a pas été sans querelle, car souvent il a été indécis si la nuit du samedi au dimanche appartenait à l'ancienne loi ou à la nouvelle. Pour moi, j'ai résisté jusqu'à présent à toutes les deux, et je crois que c'est pour cette raison que j'ai toujours été aimé. Enfin, pour détourner le fléau des tremblements de terre et pour intimider Don Issachar, il plut à Monseigneur l'inquisiteur de célébrer un auto-da-fé. Il me fit l'honneur de m'y inviter. Je fus très bien placé. On servit aux dames des rafraîchissements entre la messe et l'exécution. Je fus à la vérité saisi d'horreur en voyant brûler ces 2 juifs et cet honnête biscayen qui avait épousé sa commère. Mais quelle ne fut pas ma surprise, mon effroi, mon trouble, quand je vis dans un San Benito et sous une mitre, une figure qui ressemblait à celle de Pangloss. Je me frottais les yeux, je le regardais attentivement, je le vis pendre. Je tombais en faiblesse. À peine reprenais-je mes sens que je vous vis dépouillé, tout nu. Ce fut là le comble de l'horreur, de la consternation, de la douleur, du désespoir. Je vous dirai avec vérité que votre peau est encore plus blanche et d'un incarnat plus parfait que celle de mon capitaine des Bulgares. Cette vue redoubla tous les sentiments qui m'accablaient, qui me dévoraient. Je m'écriai, je voulus dire « Arrêtez, barbare !» mais la voix me manqua et mes cris auraient été inutiles.
Quand vous eûtes été bien fessé, comment se peut-il faire, disais-je, que l'aimable Candide et le sage Pangloss se trouvent à Lisbonne, l'un pour recevoir 100 coups de fouet et l'autre pour être pendu par l'ordre de Monseigneur l'Inquisiteur dont je suis la bien-aimée. Pangloss m'a donc bien cruellement trompé quand il me disait que tout va le mieux du monde. Agité et perdu, tantôt hors de moi-même et tantôt prête de mourir de faiblesse, j'avais la tête remplie du massacre de mon père, de ma mère, de mon frère, de l'insolence de mon vilain soldat bulgare, du coup de couteau qu'il me donna, de ma servitude, de mon métier de cuisinière, de mon capitaine bulgare, de mon vilain Don Issachar, de mon abominable inquisiteur, de la pendaison du docteur Pangloss, de ce grand miséréré, un faux bourdon pendant lequel on vous fessait, et surtout du baiser que je vous avais donné derrière un paravent le jour que je vous avais vu pour la dernière fois. Je louais Dieu qui vous ramenait à moi par tant d'épreuves. Je recommandais à ma vieille d'avoir soin de vous et de vous amener ici dès qu'elle le pourrait. Elle a très bien exécuté ma commission. J'ai goûté le plaisir inexprimable de vous revoir, de vous entendre, de vous parler. Vous devez avoir une faim dévorante. J'ai grand appétit, commençons par souper. Les voilà qui se mettent tous deux à table, et après le souper, ils se replacent sur ce beau canapé dont on a déjà parlé. Ils y étaient quand le signor Don Issachar, l'un des maîtres de la maison, arriva. C'était le jour du Shabbat, il venait jouir de ses droits et expliquer son tendre amour. Chapitre 9. Ce qui advint de Cunégonde, de Candide, du grand inquisiteur et d'un juif. Cet Issachar était le plus colérique hébreu qu'on eût vu dans Israël depuis la captivité en Babylone. « Quoi, dit-il, chienne de Galiléenne, ce n'est pas assez de monsieur l'inquisiteur, il faut que ce coquin partage aussi avec moi ?» En disant cela, il tire un long poignard dont il était toujours pourvu et, ne croyant pas que son adverse parti eût des armes, il se jette sur Candide. Mais notre bon Westphalien avait reçu une belle épée de la vieille avec l'habit complet. Il tire son épée, quoiqu'il eût des mœurs fort douces, et vous étend l'Israélite, roi de mort, sur le carreau, aux pieds de la belle Cunégonde. Sainte Vierge, s'écria-t-elle, qu'allons-nous devenir? Un homme tué chez moi, si la justice vient, nous sommes perdus. Si Pangloss n'avait pas été pendu, dit Candide, il nous donnerait un bon conseil dans cette extrémité, car c'était un grand philosophe. À son défaut, consultons la vieille. Elle était fort prudente et commençait à dire son avis quand une autre petite porte s'ouvrit. Il était 1h après minuit, c'était le commencement du dimanche. Ce jour appartenait à Monseigneur l'Inquisiteur. Il entre et voit le fessé Candide, l'épée à la main, un mort étendu par terre, Cunégonde effarée et la vieille donnant des conseils. Voici dans ce moment ce qui se passa dans l'âme de Candide et comment il raisonna. Si ce saint homme appelle du secours, il me fera infailliblement brûler. Il pourra en faire autant de Cunégonde. Il m'a fait fouetter impitoyablement. Il est mon rival. Je suis en train de tuer. Il n'y a pas à balancer. Ce raisonnement fut net et rapide. Et sans donner le temps à l'inquisiteur de revenir de sa surprise, il le perce d'outre en outre et le jette à côté du juif. En voici bien d'une autre, dit Cunégonde. Il n'y a plus de rémission. Nous sommes excommuniés. Notre dernière heure est venue. Comment avez-vous fait, vous qui êtes né si doux, pour tuer en 2 minutes un juif et un prélat? Ma belle demoiselle, répondit Candide, quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l'Inquisition, on ne se connaît plus. La vieille prit alors la parole et dit « Il y a 3 chevaux andalous dans l'écurie avec leurs selles et leurs brides. Que le brave Candide les prépare. Madame, à des moyas d'or et des diamants, montons vite à cheval, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse, et allons à Cadix. Il fait le plus beau temps du monde, et c'est un grand plaisir de voyager pendant la fraîcheur de la nuit. » Aussitôt Candide selle les 3 chevaux, Cunégonde, la vieille et lui font 30 000 d'une traite. Pendant qu'il s'éloignait, la Sainte Hermandade arrive dans la maison, on enterre Monseigneur dans une belle église, on jette Issachar à la voirie. Candide, Cunégonde et la vieille étaient déjà dans la petite ville d'Avacena, au milieu des montagnes de la Sierra Morena, et ils parlaient ainsi dans un cabaret. Chapitre 10. Dans quelle détresse Candide, Cunégonde et la vieille arrivent à Cadix et leur embarquement. Qui a donc pu me voler mes pistoles et mes diamants, disait en pleurant Cunégonde. De quoi vivrons-nous? Comment ferons-nous? Où trouver des inquisiteurs et des juifs qui m'en donnent d'autres?
Hélas, dit la vieille, je soupçonne fort un révérend père cordelier qui couchait hier dans la même auberge que nous, à Badaros. Dieu me garde de faire un jugement téméraire, mais il entra 2 fois dans notre chambre et il partit longtemps avant nous. Hélas, dit Candide, le bon Pangloss m'avait souvent prouvé que les biens de la terre sont communs à tous les hommes, que chacun y a un droit égal. Ce cordelier devait, bien suivant ses principes, nous laisser de quoi achever notre voyage. Il ne vous reste donc rien du tout, ma belle Cunégonde ? Pas un maravédis, dit-elle. Quel parti prendre, dit Candide. Vendons un des chevaux, dit la vieille. Je monterai en croupe derrière mademoiselle, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse, et nous arriverons à Cadix. Il y avait bien dans la même hôtellerie un prieur de bénédictins. Il acheta le cheval bon marché. Candide, Cunégonde et la vieille passèrent par Lucena, par Chias, par Lébrixa et arrivèrent enfin à Cadix. On y équipait une flotte et on y assemblait des troupes pour mettre à la raison les révérends pères jésuites du Paraguay qu'on accusait d'avoir fait révolter une de leurs hordes contre les rois d'Espagne et de Portugal auprès de la ville du Saint-Sacrement. Candide, ayant servi chez les Bulgares, fit l'exercice bulgarien devant le général de la petite armée avec tant de grâce, de célérité, d'adresse, de fierté, d'agilité qu'on lui donna une compagnie d'infanterie à commander. Le voilà capitaine, il s'embarque avec mademoiselle Cunégonde, la vieille, 2 valets et les 2 chevaux andalous qui avaient appartenu à monsieur le grand inquisiteur de Portugal. Pendant toute la traversée, ils raisonnèrent beaucoup sur la philosophie du pauvre Pangloss. « Nous allons dans un autre univers, disait Candide. C'est dans celui-là sans doute que tout est bien, car il faut avouer qu'on pourrait gémir un peu de ce qui se passe dans le nôtre en physique et en morale. Je vous aime de tout mon cœur, disait Cunégonde, mais j'ai encore l'âme tout effarouchée de ce que j'ai vu, de ce que j'ai éprouvé. Tout ira bien, répliquait Candide. La mer de ce nouveau monde vaut déjà mieux que les mers de notre Europe. Elle est plus calme, les vents plus constants. C'est certainement le nouveau monde qui est le meilleur des univers possibles. Dieu le veuille, disait Cunégonde. Mais j'ai été aussi horriblement malheureuse dans le mien que mon cœur est presque fermé à l'espérance. Vous vous plaignez, leur dit la vieille. Hélas, vous n'avez pas éprouvé des infortunes telles que les miennes. Cunégonde se mit presque à rire et trouva cette bonne femme fort plaisante de prétendre être plus malheureuse qu'elle. « Hélas, lui dit-elle, ma bonne, à moins que vous n'ayez été violée par 2 Bulgares, que vous n'ayez reçu 2 coups de couteau dans le ventre, qu'on ait démoli 2 de vos châteaux, qu'on ait égorgé à vos yeux 2 mères et 2 pères, et que vous n'ayez vu 2 de vos amants fouettés dans un auto-da-fé, je ne vois pas que vous puissiez l'emporter sur moi. Ajoutez que je suis née baronne avec 72 quartiers et que j'ai été cuisinière. » Mademoiselle, répondit la vieille, vous ne savez pas quelle est ma naissance, et si je vous montrais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous faites, et vous suspendriez votre jugement. Ce discours fit naître une extrême curiosité dans l'esprit de Cunégonde et de Candide. La vieille leur parla en ces termes. Chapitre 11. Histoire de la vieille. Je n'ai pas eu toujours les yeux éraillés et bordés d'écarlate. Mon nez n'a pas toujours touché mon menton et je n'ai pas toujours été servante. Je suis la fille du pape Urbain X et de la princesse de Palestrine. On m'éleva jusqu'à 14 ans dans un palais auquel tous les châteaux de vos barons allemands n'auraient même pas servi d'écurie, et une de mes robes valait mieux que toutes les magnificences de la Westphalie. Je croissais en beauté, en grâce, en talent, au milieu des plaisirs, des respects et des espérances. J'inspirais déjà de l'amour, ma gorge se formait, et quelle gorge! Blanche, ferme, taillée comme celle de la Vénus de Médicis. Et quels yeux, quelles paupières, quels sourcils noirs, quelle flamme brillait dans mes 2 prunelles et effaçait la scintillation des étoiles, comme me disaient les poètes du quartier. Les femmes qui m'habillaient et qui me déshabillaient tombaient en extase en me regardant par devant et par derrière, et tous les hommes auraient voulu être à leur place. Je fus fiancé à un prince souverain de Massa Carrara. Quel prince aussi beau que moi, pétri de douceur et d'agrément, brillant d'esprit et brûlant d'amour. Je l'aimais comme on aime pour la première fois, avec idolâtrie, avec emportement.
Les noces furent préparées, c'était une pompe, une magnificence inouïe. C'était des fêtes, des carousels, des opéras buffats continuels et toute l'Italie fit pour moi des sonnets dont il n'y eut pas un seul de passable. Je touchais au moment de mon bonheur quand une vieille marquise, qui avait été maîtresse de mon prince, l'invita à prendre du chocolat chez elle. Il mourut en moins de 2 heures, avec des convulsions épouvantables. Mais ce n'est qu'une bagatelle. Ma mère, au désespoir et bien moins affligée que moi, voulut s'arracher pour quelque temps à un séjour si funeste. Elle avait une très belle terre auprès de Gaillette. Nous nous embarquâmes sur une galère du pays, dorée comme l'autel de Saint-Pierre de Rome. Voilà qu'un corsaire de Salé fond sur nous et nous aborde. Nos soldats se défendirent comme des soldats du pape. Ils se mirent tous à genoux en jetant leurs armes et en demandant au corsaire une absolution in articulo mortis. Aussitôt, on les dépouilla nus comme des singes, et ma mère aussi, nos filles d'honneur aussi, et moi aussi. C'est une chose admirable que la diligence avec laquelle ces messieurs déshabillent le monde. Mais ce qui me surprit davantage, c'est qu'ils nous mirent à tous le doigt dans un endroit où nous autres femmes nous ne nous laissons mettre d'ordinaire que des canules. Cette cérémonie me paraissait bien étrange. Voilà comme on juge du tout quand on n'est pas sorti de son pays. Et j'appris bientôt que c'était pour voir si nous n'avions pas caché là quelques diamants. C'est un usage établi de temps immémorial parmi les nations policées qui courent sur mer. J'ai su que messieurs les religieux chevaliers de Malte n'y manquent jamais quand ils prennent des Turcs et des Turcs. C'est une loi du droit des gens à laquelle on n'a jamais dérogé. Je ne vous dirai point combien il est dur pour une jeune princesse d'être menée esclave à Maroc avec sa mère. Vous concevez assez tout ce que nous eûmes à souffrir dans le vaisseau corsaire. Ma mère était encore très belle. Nos filles d'honneur, nos simples femmes de chambre, avaient plus de charme qu'on en put trouver dans toute l'Afrique. Pour moi, j'étais ravissante, j'étais la beauté, la grâce même, et j'étais la pucelle. Je ne le fus pas longtemps. Cette fleur qui avait été réservée pour le beau prince de Massa Carrara me fut ravie par le capitaine corsaire. C'était un nègre abominable qui croyait encore me faire beaucoup d'honneur. Certes, il fallait que madame la princesse de Palestrine et moi fussions bien fortes pour résister à tout ce que nous éprouvâmes jusqu'à notre arrivée à Maroc. Mais passons, ce sont des choses si communes qu'elles ne valent pas la peine qu'on en parle. Maroc nageait dans le sang quand nous arrivâmes. 50 fils de l'empereur Mulay Ismaël avaient chacun leur parti, ce qui produisait en effet 50 guerres civiles, de noirs contre noirs, de noirs contre basanés, de basanés contre basanés, de mulâtres contre mulâtres. C'était un carnage continuel dans toute l'étendue de l'Empire. À peine fûmes-nous débarqués que des noirs d'une faction ennemie de celle de mon corsaire se présentèrent pour lui enlever son butin. Nous étions, après les diamants et l'or, ce qu'ils avaient de plus précieux. Je fus témoin d'un combat tel que vous n'en voyez jamais dans vos climats d'Europe. Les peuples septentrionaux n'ont pas le sang assez ardent, ils n'ont pas la rage des femmes au point où elle est commune en Afrique. Il semble que vos Européens aient du lait dans les veines, c'est du vitriol, c'est du feu qui coule dans celle des habitants du mont Atlas et des pays voisins. On combattit avec la fureur des lions, des tigres et des serpents de la contrée pour savoir qui nous aurait. Un mort saisit ma mère par le bras droit, le lieutenant de mon capitaine la retint par le bras gauche, un soldat mort la prit par une jambe, un de nos pirates la tenait par l'autre. Nos filles se trouvèrent presque tout en un moment tirées ainsi à 4 soldats. Mon capitaine me tenait caché derrière lui, il avait le cimeterre au poing et tuait tout ce qui s'opposait à sa rage. Enfin, je vis toutes nos Italiennes et ma mère déchirées, coupées, massacrées par les monstres qui se les disputaient. Les captifs, mes compagnons, ceux qui les avaient pris, soldats, matelots, noirs, basanés, blancs, mulâtres, et enfin mon capitaine, tout fut tué, et je demeurai mourante sur un tas de morts. Des scènes pareilles se passaient, comme on sait, dans l'étendue de plus de 300 lieues, sans qu'on manquât aux 5 prières par jour ordonnées par Mahomet. Je me débarrassai avec beaucoup de peine de la foule de tant de cadavres sanglants entassés, et je me traînai sous un grand oranger au bord d'un ruisseau voisin. J'y tombais d'effroi, de lassitude, d'horreur, de désespoir et de faim. Bientôt, après mes sens accablés se livrèrent à un sommeil qui tenait plus de l'évanouissement que du repos.
J'étais dans cet état de faiblesse et d'insensibilité entre la mort et la vie quand je me sentis pressé de quelque chose qui s'agitait sur mon corps. J'ouvris les yeux, je vis un homme blanc et de bonne mine qui soupirait et qui disait entre ses dents Ok, shagura de sere senza ciao. Chapitre 12. Suite des malheurs de la vieille. Étonné et ravi d'entendre la langue de ma patrie et non moins surprise des paroles que proférait cet homme, je lui répondis qu'il y avait de plus grands malheurs que celui dont il se plaignait. Je l'instruisis un peu de mots des horreurs que j'avais essuyées et je retombai en faiblesse. Il m'emporta dans une maison voisine, me fit mettre au lit, me fit donner à manger, me servit, me consola, me flatta, me dit qu'il n'avait rien vu de si beau que moi et que jamais il n'avait tant regretté ce que personne ne pouvait lui rendre. Je suis né à Naples, me dit-il, on y chaponne 12 ou 3 000 enfants tous les ans. Les uns en meurent, les autres acquièrent une voix plus belle que celle des femmes, les autres vont gouverner des États. On me fit cette opération avec un très grand succès, et j'ai été musicien de la chapelle de Madame la princesse de Palestrine. De ma mère, m'écriai-je, de votre mère s'écria-t-il en pleurant. Quoi ? Vous seriez cette jeune princesse que j'ai élevée jusqu'à l'âge de 6 ans et qui me promettait déjà d'être aussi belle que vous êtes ? C'est moi-même, ma mère est à 400 pas d'ici, coupée en quartiers sous un tas de morts. Je lui contai tout ce qui m'était arrivé, il me conta aussi ses aventures, et m'apprit comment il avait été envoyé chez le roi de Maroc par une puissance chrétienne pour conclure avec ce monarque un traité par lequel on lui fournirait de la poudre, des canons et des vaisseaux pour l'aider à exterminer le commerce des autres chrétiens. « Ma mission est faite, dit cet honnête eunuque, je vais m'embarquer à Ceuta et je vous ramènerai en Italie. » Je le remerciai avec des larmes d'attendrissement, et au lieu de me mener en Italie, il me conduisit à Alger et me vendit au dey de cette province. À peine fus-je vendu que cette peste qui a fait le tour de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, se déclara dans Alger avec fureur. « Vous avez vu des tremblements de terre, mais, mademoiselle, avez-vous jamais eu la peste ?»« Jamais, répondit la baronne. »« Si vous l'aviez eue, reprit la vieille, vous avoueriez qu'elle est bien au-dessus d'un tremblement de terre. Elle est fort connue en Afrique, et j'en fus attaqué. Figurez-vous, quelle situation pour la fille d'un pape âgé de 15 ans qui en 3 mois de temps avait éprouvé la pauvreté, l'esclavage, avait été violée presque tous les jours, avait vu couper sa mère en 4, avait essuyé la faim et la guerre et mourait pestiféré dans Alger. Je n'en mourus pourtant pas, mais mon eunuque et le dey et presque tout le sérail d'Alger périrent. Quand les premiers ravages de cette épouvantable peste furent passés, on vendit les esclaves du dey. Un marchand m'acheta et me mena à Tunis. Il me vendit à un autre marchand qui me revendit à Tripoli. De Tripoli, je fus revendu à Alexandrie, d'Alexandrie revendu à Smyrne, de Smyrne à Constantinople. J'appartins enfin à un aga des janissaires qui fut bientôt commandé pour aller défendre Azov contre les Russes qui l'assiégeaient. L'aga, qui était un très galant homme, mena avec lui tout son sérail et nous logea dans un petit fort sur les palus méotides, gardé par 2 eunuques noirs et 20 soldats. On tua prodigieusement de Russes, mais ils nous le rendirent bien. Azov fut mis à feu et à sang, et on ne pardonna ni au sexe ni à l'âge. Il ne resta que notre petit fort. Les ennemis voulurent nous prendre par famine. Les 20 janissaires avaient juré de ne jamais se rendre. Les extrémités de la faim où ils furent réduits les contraignirent à manger nos 2 eunuques de peur de violer leur serment. Au bout de quelques jours, ils résolurent de manger les femmes. Nous avions un imam très pieux et très compatissant qui leur fit un bon sermon par lequel il leur persuada de ne nous pas tuer tout à fait. Coupez, dit-il, seulement une fesse à chacune de ces dames, vous ferez très bonne chère. S'il faut y revenir, vous en aurez encore autant dans quelques jours. Le ciel vous saura gré d'une action si charitable et vous serez secourus. Il avait beaucoup d'éloquence, il les persuada, on nous fit cette horrible opération, l'imam nous appliqua le même baume qu'on met aux enfants qu'on vient de circoncire. Nous étions tout à la mort. À peine les janissaires avaient-ils fait le repas que nous leur avions fourni que les Russes arrivent sur des bateaux plats. Il ne réchappa pas un janissaire.
Les Russes ne firent aucune attention à l'état où nous étions. Il y a partout des chirurgiens français. Un d'eux qui était fort adroit prit soin de nous, il nous guérit, et je me souviendrai toute ma vie que, quand mes plaies furent bien fermées, il me fit des propositions. Au reste, il nous dit à toutes de nous consoler, il nous assura que dans plusieurs sièges pareilles choses étaient arrivées et que c'était la loi de la guerre. Dès que mes compagnes purent marcher, on les fit aller à Moscou. J'échus en partage à un boyard qui me fit sa jardinière et qui me donnait 20 coups de fouet par jour. Mais ce seigneur ayant été roué au bout de 2 ans avec une trentaine de boyards pour quelques tracasseries de cour, je profitai de cette aventure, je m'enfuis. Je traversai toute la Russie, je fus longtemps servante de cabaret à Riga, puis à Rostock, à Wismar, à Leipzig, à Cassel, Utrecht et Leyde, à La Haye, à Rotterdam. J'ai vieilli dans la misère et dans l'opprobre, n'ayant que la moitié d'un derrière, me souvenant toujours que j'étais fille d'un pape. Je voulus 100 fois me tuer, mais jamais encore la vie. Cette faiblesse ridicule est peut-être un de nos penchants les plus funestes, car y a-t-il rien de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu'on veut toujours jeter par terre, d'avoir son être en horreur et de tenir à son être, enfin de caresser le serpent qui nous dévore jusqu'à ce qu'il nous ait mangé le cœur? J'ai vu dans les pays que le sort m'a fait parcourir et dans les cabarets où j'ai servi un nombre prodigieux de personnes qui avaient leur existence en exécration. Mais je n'en ai vu que 12 qui aient mis volontairement fin à leur misère. 3 nègres, 4 anglais, 4 genevois et un professeur allemand nommé Robeck. J'ai fini par être servante chez le juif Don Issachar. Il me mit auprès de vous, ma belle demoiselle, je me suis attaché à votre destinée et j'ai été plus occupé de vos aventures que des miennes. Je ne vous aurais même jamais parlé de mes malheurs si vous ne m'aviez pas un peu piqué et s'il n'était d'usage dans un vaisseau de conter des histoires pour se désennuyer. Enfin, mademoiselle, j'ai de l'expérience, je connais le monde. Donnez-vous un plaisir, engagez chaque passager à vous conter son histoire, et s'il s'en trouve un seul qui n'ait souvent maudit sa vie, qui ne soit souvent dit à lui-même qu'il était le plus malheureux des hommes, jetez-moi dans la mer, la tête la première. Chapitre 13. Comment Candide fut obligé de se séparer de la belle Cunégonde et de la vieille. La belle Cunégonde, ayant entendu l'histoire de la vieille, lui fit toutes les politesses qu'on devait à une personne de son rang et de son mérite. Elle accepta la proposition. Elle engagea tous les passagers, l'un après l'autre, à lui conter leurs aventures. Candide et elle avouèrent que la vieille avait raison. C'est bien dommage, disait Candide, que le sage Pangloss ait été pendu contre la coutume dans un auto-da-fé. Il nous dirait des choses admirables sur le mal physique et sur le mal moral qui couvre la terre et la mer, et je me sentirais assez de force pour oser lui faire respectueusement quelques objections. À mesure que chacun racontait son histoire, le vaisseau avançait. On aborda dans Buenos Aires. Cunégonde et le capitaine Candide et la vieille allèrent chez le gouverneur Don Fernando d'Ibarra, y Figueora, y Mascarenes, y Lampourdos, y Souza. Ce seigneur avait une fierté convenable à un homme qui portait tant de noms. Il parlait aux hommes avec le dédain le plus noble, portant le nez si haut, élevant si impitoyablement la voix, prenant un ton si imposant, affectant une démarche si altière, que tous ceux qui le saluaient étaient tentés de le battre. Il aimait les femmes à la fureur. Cunégonde lui parut ce qu'il avait jamais vu de plus beau. La première chose qu'il fit fut de demander si elle n'était point la femme du capitaine. L'air dont il fit cette question alarma Candide. Il n'osa pas dire qu'elle était sa femme, parce que, en effet, elle ne l'était point. Il n'osait pas dire que c'était sa sœur, parce qu'elle ne l'était pas non plus. Et quoique ce mensonge officieux eût été autrefois très à la mode chez les anciens, et qu'il pût être utile aux modernes, son âme était trop pure pour trahir la vérité. « Mademoiselle Cunégonde, dit-il, doit me faire l'honneur de m'épouser, et nous supplions votre Excellence de daigner faire notre noce. » Don Fernando d'Ibarra, y Figueora, y Mascarenes, y Lampourdos, y Souza, relevant sa moustache, sourit amèrement et ordonna au capitaine Candide d'aller faire la revue de sa compagnie. Candide obéit. Le gouverneur demeura avec mademoiselle Cunégonde. Il lui déclara sa passion. Il lui protesta que le lendemain il l'épouserait à la faste de l'église ou autrement ainsi qu'il plairait à ses charmes. Cunégonde
lui demanda un quart d'heure pour se recueillir, pour consulter la vieille et pour se déterminer. La vieille dit à Cunégonde: Mademoiselle, vous avez 72 quartiers et pas une obole. Il ne tient qu'à vous d'être la femme du plus grand seigneur de l'Amérique méridionale, qui a une très belle moustache. Est-ce à vous de vous piquer d'une fidélité à toute épreuve? Vous avez été violée par les Bulgares. Un juif et un inquisiteur ont eu vos bonnes grâces. Les malheurs donnent des droits. J'avoue que si j'étais à votre place, je ne ferais aucun scrupule d'épouser monsieur le gouverneur et de faire la fortune de monsieur le capitaine Candide. Tandis que la vieille parlait avec toute la prudence que l'âge et l'expérience donnent, on vit entrer dans le port un petit vaisseau. Il portait un alcade et des alguazils. Et voici ce qui était arrivé. La vieille avait très bien deviné que ce fut un cordelier à la grande manche qui vola l'argent et les bijoux de Cunégonde dans la ville de Badajoz lorsqu'elle fuyait en hâte avec Candide. Ce moine voulut vendre quelques-unes des pierreries à un joaillier. Le marchand les reconnut pour celles du grand inquisiteur. Le cordelier, avant d'être pendu, avoua qu'il les avait volées. Il indiqua les personnes et la route qu'elles prenaient. La fuite de Cunégonde et de Candide était déjà connue. On les suivait à Cadix, on envoya sans perdre de temps un vaisseau à leur poursuite. Le vaisseau était déjà dans le port de Buenos Aires. Le bruit se répandit qu'un alcade allait débarquer et qu'on poursuivait les meurtriers de monsieur le grand inquisiteur. La prudente vieille vit dans l'instant tout ce qui était à faire. « Vous ne pouvez fuir, dit-elle à Cunégonde, et vous n'avez rien à craindre. Ce n'est pas vous qui avez tué monseigneur. Et d'ailleurs, le gouverneur qui vous aime ne souffrira pas qu'on vous maltraite. Demeurez. » Elle court sur le champ à Candide. « Fuyez, dit-elle, ou dans une heure vous allez être brûlé. » Il n'y avait pas un moment à perdre, mais comment se séparer de Cunégonde et où se réfugier? Chapitre 14. Comment Candide et Cacambo furent reçus chez les jésuites du Paraguay. Candide avait amené de Cadix un valet tel qu'on en trouve beaucoup sur les côtes d'Espagne et dans les colonies. C'était un quart d'Espagnol né d'un métis dans le Tucumán. Il avait été enfant de chœur, sacristain, matelot, moine, facteur, soldat, laquais. Il s'appelait Cacambo et aimait fort son maître parce que son maître était un fort bonhomme. Il sella au plus vite les 2 chevaux andalous. « Allons, mon maître, suivons le conseil de la vieille. Partons et courons sans regarder derrière nous. » Candide versa des larmes. « Oh, ma chère Cunégonde, faut-il vous abandonner dans le temps que monsieur le gouverneur va faire nos noces? Cunégonde, amenée de si loin, que deviendrez-vous? » « Elle deviendra ce qu'elle pourra, dit Cacambo. Les femmes ne sont jamais embarrassées d'elle. Dieu y pourvoit. Courons. »« Où me mènes-tu? Où allons-nous? Que ferons-nous sans Cunégonde? » disait Candide. « Par Saint-Jacques de Compostelle, dit Cacambo, vous alliez faire la guerre aux Jésuites. Allons la faire pour eux. Je sais assez les chemins, je vous mènerai dans leur royaume. Ils seront charmés d'avoir un capitaine qui fasse l'exercice à la Bulgare. Vous ferez une fortune prodigieuse. Quand on n'a pas son compte dans un monde, on le trouve dans un autre. C'est un très grand plaisir de voir et de faire des choses nouvelles. »« Tu as donc déjà été dans le Paraguay, dit Candide. »« Eh, vraiment oui, dit Cacambo. J'ai été cuistre dans le collège de l'Assomption et je connais le gouvernement de Los Padres comme je connais les rues de Cadix. C'est une chose admirable que ce gouvernement. Le royaume a déjà plus de 300 lieues de diamètre. Il est divisé en 30 provinces. Los Padres y ont tout et les peuples rien. C'est le chef-d'œuvre de la raison et de la justice. Pour moi, je ne vois rien de si divin que Los Padres, qui font ici la guerre au roi d'Espagne et au roi du Portugal, et qui, en Europe, confessent ces rois qui tuent ici des Espagnols et qui, à Madrid, les envoient au ciel. Cela me ravit. Avançons, vous allez être le plus heureux de tous les hommes. Quel plaisir auront Los Padres quand ils sauront qu'il leur vient un capitaine qui sait l'exercice bulgare. » Dès qu'ils furent arrivés à la première barrière, Cacambo dit à la garde avancée qu'un capitaine demandait à parler à monseigneur, le commandant. On alla avertir la grande garde. Un officier paraguain courut au pied du commandant lui donner part de la nouvelle. Candide et Cacambo furent d'abord désarmés. On se saisit de leurs 2 chevaux andalous. Les 2 étrangers sont introduits au milieu de 2 files de soldats. Le commandant était au bout, le bonnet à 3 cornes en tête, la robe retroussée, l'épée au côté, l'esponton à la main. Il fit un signe. Aussitôt, 24 soldats entourent les 2 nouveaux venus.
Un sergent leur dit qu'il faut attendre, que le commandant ne peut leur parler, que le révérend père provincial ne permet pas qu'aucun Espagnol ouvre la bouche qu'en sa présence et demeure plus de 3 heures dans le pays. Et où est le révérend père provincial dit Cacambo. Il est à la parade après avoir dit sa messe, répondit le sergent, et vous ne pourrez baiser ses éperons que dans 3 heures. Mais, dit Cacambo, monsieur le capitaine qui meurt de faim comme moi n'est point espagnol, il est allemand. Ne pourrions-nous point déjeuner en attendant sa révérence? Le sergent alla sur-le-champ rendre compte de ce discours au commandant. Dieu soit béni, dit ce seigneur, puisqu'il est allemand, je peux lui parler, qu'on le mène dans ma feuillée. Aussitôt, on conduit Candide dans un cabinet de verdure orné d'une très jolie colonnade de marbre vert et or et de treillages qui renfermait des perroquets, des colibris, des oiseaux-mouches, des pintades et tous les oiseaux les plus rares. Un excellent déjeuner était préparé dans des vases d'or, et tandis que les Paraguains mangèrent du maïs dans les écuelles de bois, en plein champ à l'ardeur du soleil, le révérend père commandant entra dans la feuillée. C'était un très beau jeune homme, le visage plein, assez blanc, haut en couleur, le sourcil relevé, l'œil vif, l'oreille rouge, les lèvres vermeilles, l'air fier, mais d'une fierté qui n'était ni celle d'un Espagnol, ni celle d'un Jésuite. On rendit à Candide et à Cacambo leurs armes qu'on leur avait saisies, ainsi que les 2 chevaux andalous. Cacambo leur fit manger l'avoine auprès de la feuillée, ayant toujours l'œil sur eux, crainte de surprise. Candide baisa d'abord le bas de la robe du commandant, ensuite ils se mirent à table. « Vous êtes donc allemand, lui dit le jésuite en cette langue. « Oui, mon révérend père, dit Candide. L'un et l'autre, en prononçant ces paroles, se regardaient avec une extrême surprise et une émotion dont ils n'étaient pas les maîtres. « Et de quel pays d'Allemagne êtes-vous, dit le jésuite. « De la sale province de Westphalie, dit Candide. « Je suis né dans le château de Thondertrank. »« Oh, ciel! Est-il possible » s'écria le commandant. « Quel miracle » s'écria Candide. « Serait-ce vous » dit le commandant. « Cela n'est pas possible » dit Candide. Ils se laissent tomber tous deux à la renverse, ils s'embrassent, ils versent des ruisseaux de larmes. « Quoi ? Serait-ce vous, mon révérend père, vous, le frère de la belle Cunégonde, vous qui fûtes tué par les Bulgares, vous, le fils de monsieur le baron, vous, jésuite au Paraguay ? Il faut avouer que ce monde est une étrange chose. Oh, Pangloss, Pangloss, que vous seriez aise si vous n'aviez pas été pendu. » Le commandant fit retirer les esclaves nègres et les Paraguains qui servaient à boire dans des gobelets de cristal de roche. Il remercia Dieu et saint Ignace 1000 fois. Il serrait Candide entre ses bras. Leur visage était baigné de pleurs. « Vous seriez bien plus étonné, plus attendri, plus hors de vous-même, dit Candide, si je vous disais que mademoiselle Cunégonde, votre sœur, que vous avez crue éventrée, est pleine de santé. » « Où ? Dans votre voisinage, chez monsieur le gouverneur de Buenos Aires, et je venais pour vous faire la guerre. » Chaque mot qu'ils prononcèrent dans cette longue conversation accumulait prodige sur prodige. Leur âme tout entière volait sur leur langue, était attentive dans leurs oreilles et étincelante dans leurs yeux. Comme ils étaient allemands, ils tinrent table longtemps en attendant le révérend père provincial, et le commandant parla ainsi à son cher Candide. Chapitre 15. Comment Candide tua le frère de sa chère Cunégonde. J'aurai toute ma vie présent à la mémoire le jour horrible où je vis tuer mon père et ma mère et violer ma sœur. Quand les Bulgares furent retirés, on ne trouva point cette sœur adorable et on mit dans une charrette ma mère, mon père et moi, 2 servantes et 3 petits garçons égorgés pour nous aller enterrer dans une chapelle de jésuites à 2 lieues du château de mes pères. Un jésuite nous jeta de l'eau bénite, elle était horriblement salée, il en entra quelques gouttes sous mes yeux. Le père s'aperçut que ma paupière faisait un petit mouvement, il mit la main sur mon cœur et le sentit palpiter. Je fus secouru et au bout de 3 semaines, il n'y paraissait pas. Vous savez, mon cher Candide, que j'étais fort joli, je le devins encore davantage. Aussi le révérend père Croust, supérieur de la maison, prit pour moi la plus tendre amitié. Il me donna l'habit de novice. Quelque temps après, je fus envoyé à Rome. Le père général avait besoin d'une recrue de jeunes jésuites allemands. Les souverains du Paraguay reçoivent le moins qu'ils peuvent de jésuites espagnols. Ils aiment mieux les étrangers dont ils se croient plus maîtres.
Je fus jugé propre par le révérend père général pour aller travailler dans cette vigne. Nous partîmes, un Polonais, un Tyrolien et moi. Je fus honoré en arrivant du sous-diaconat et d'une lieutenance. Je suis aujourd'hui colonel et prêtre. Nous recevrons vigoureusement les troupes du roi d'Espagne. Je vous réponds qu'elles seront excommuniées et battues. La Providence vous envoie ici pour nous seconder, mais est-il bien vrai que ma chère sœur Cunégonde soit dans le voisinage chez le gouverneur de Buenos Aires ? Candide l'assura par serment que rien n'était plus vrai. Leurs larmes recommencèrent à couler. Le baron ne pouvait se lasser d'embrasser Candide. Il l'appelait son frère, son sauveur. Ah, peut-être, lui dit-il, nous pourrons ensemble, mon cher Candide, entrer en vainqueur dans la ville et reprendre ma sœur Cunégonde. C'est tout ce que je souhaite, dit Candide, car je comptais l'épouser et je l'espère encore. Vous ? Insolent, répondit le baron, vous auriez l'impudence d'épouser ma sœur qui a 72 quartiers ? Je vous trouve bien effronté d'oser me parler d'un dessein si téméraire. Candide, pétrifié d'un tel discours, lui répondit « Mon révérend père, tous les quartiers du monde n'y font rien. J'ai tiré votre sœur des bras d'un juif et d'un inquisiteur. Elle m'a assez d'obligations, elle veut m'épouser. Maître Pangloss m'a toujours dit que les hommes sont égaux et assurément je l'épouserai. » C'est ce que nous verrons, coquin, dit le jésuite baron de Thunder Ten Tronckh, et en même temps il lui donna un grand coup du plat de son épée sur le visage. Candide, dans l'instant, tire la sienne et l'enfonce jusqu'à la garde dans le ventre du baron jésuite. Mais en la retirant toute fumante, il se mit à pleurer. « Hélas, mon Dieu, dit-il, j'ai tué mon ancien maître, mon ami, mon beau-frère. Je suis le meilleur homme du monde et voilà déjà 3 hommes que je tue, et dans ces 3, il y a 2 prêtres. » Cacambo, qui faisait sentinelle à la porte de la feuillée, accourut. « Il ne nous reste qu'à vendre cher notre vie, lui dit son maître. On va sans doute entrer dans le feuillé. Il faut mourir les armes à la main. » Cacambo, qui en avait bien vu d'autres, ne perdit point la tête. Il prit la robe de jésuite que portait le baron, la mit sur le corps de Candide, lui donna le bonnet carré du mort et le fit monter à cheval. Tout cela se fit en un clin d'œil. « Galopons, mon maître, tout le monde vous prendra pour un jésuite qui va donner des ordres, et nous aurons passé les frontières avant qu'on puisse courir après nous. » Il volait déjà en prononçant ces paroles et en criant en espagnol « Place, place pour le révérend père colonel !» Fin de la première partie de Candide ou l'optimisme de Voltaire.